Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 19e étape de la Vuelta. Et on entame ce dernier week-end qui sera décisif pour savoir qui va remporter le classement général de cette édition 2024. Et oui, il aura fallu attendre jusqu'à ce dernier week-end, malgré un dénivelé positif presque invraisemblable du côté de cette édition, qui n'aura peut-être pas forcément fait la différence. Et puis surtout un Ben O'Connor qui aura un petit peu modifié les plans, notamment des principaux leaders du général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est votre favori, quelle est votre grosse cote pour cette journée qui peut être décisive pour cette Vuelta 2024. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et ça me permet de me soutenir également, parce que plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature de vidéo, plus elle est mise en avant par YouTube. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Étape numéro 19, comme je le disais, étape qui pourrait être décisive, même si je n'y crois pas trop. Pourquoi? L'étape 20 fait extrêmement peur. L'étape 20 est très compliquée. Et cette étape 19, en fait, il n'y a que la dernière difficulté qui est intéressante. La difficulté en milieu de journée, on donne des secondes de bonification, mais en gros, elle servira à rien. Celle qui sert, c'est la dernière montée de la journée. Mais la dernière montée de la journée, on peut partir seulement à 3 km de l'arrivée. On n'est pas obligé forcément de partir de loin, parce qu'il y a des pourcentages quasiment jusqu'au sommet. On peut attendre, je dirais, les 3 derniers kilomètres, tout simplement seulement, pour faire son effort et faire un effort violent. Parce que ce qui va être dans les têtes quand même, c'est de se dire, samedi, c'est dur. C'est très dur. Mais en même temps, pour des coureurs comme Carapaz, Landa, Enric Mas notamment, même Ben O'Connor, s'ils veulent gagner la course, il faut se débarrasser de Roglic. Il faut que Roglic perde du temps par rapport à eux, sinon c'est mort. Pourquoi? Il y a 24 km de chrono le dernier jour. Donc, tant qu'il n'y a pas 2 minutes d'avance sur un Roglic, c'est pas suffisant. Et pour qu'il y ait 2 minutes d'avance sur un Roglic, tu es obligé d'utiliser cette étape-là. Mais pas forcément en utilisant tout le tracé de l'étape. Tu peux te contenter seulement des dernières portions, des derniers kilomètres pour tenter de faire l'écart. Et puis, pourquoi pas avoir un Roglic qui explose complètement dans cette journée, et ce qui relancerait totalement la course demain du côté du général. Donc on pourrait avoir encore une situation avec 2 courses en une. Dénivelé positif, 2601 mètres. C'est la 16e étape, si j'ai bien noté, dans le classement au niveau des étapes les plus compliquées. Ça se concentre vraiment sur 2 points précis au niveau du dénivelé positif. Sinon le reste de la journée est assez plat. Allez, on regarde tout de suite le parcours. Le profil de cette étape numéro 19, on part de Logroño pour aller à Alto de Moncalvillo, 174 km au programme et 2 côtes, une côte de 3e catégorie et une côte de 1re catégorie qui conclura cette journée. On part de Logroño, on est dans la province de la Roja pour aller vers Cenichero, Haro, Leva. Début de journée assez plat, il faut bien le dire. Et puis, à partir de Haro, donc après la première heure de course, ça commencera à grimper un petit peu plus, ce qui nous emmènera en fait quasiment au sprint bonification à cette côte de 3e catégorie au kilomètre 94,5. Très clairement, ce sprint bonification, il aurait mieux fait qu'il soit à Ventosa. Ça aurait mis un peu plus d'animation dans cette étape que là. C'est trop loin de l'arrivée. On est encore à 80 km de l'arrivée au Puerto des Pradilla. Je ne vois pas une équipe très clairement décidée d'attaquer à ce moment-là pour prendre 6 secondes de bonification. Donc je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, surtout que la côte, bon, je vous la montre parce que vraiment j'avais envie de la montrer. Mais vous voyez, voilà, le final est très peu pentu. C'est en fait une grande côte qui dure pendant très très longtemps, mais avec très peu de pourcentage.
Donc ensuite, on redescend vers Escaray, Santo Domingo de la Casalda, Bercheo, le sprint intermédiaire à Ventosa, et puis l'Alto de Moncalvillo qui sera en fait la véritable côte de cette journée. Moncalvillo, 8 km 6, 8,9 de moyenne. C'est surtout la fin de montée qui est dure. À partir du... déjà entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, vous avez 9%. Mais vous voyez, à partir du kilomètre 3, quasiment jusqu'au sommet, on aura des pourcentages qui dépasseront les 9%, avec notamment 11% de moyenne entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Et le kilomètre avant et le kilomètre après, on est au-delà de 10% de moyenne. Donc ça reste une montée plus courte que ce qu'on a vu ces derniers jours. Sur les dernières grosses arrivées où c'était parfois un petit peu plus long comme montée, mais avec des forts pourcentages. Voilà, c'est une difficulté qui va faire mal. Puis c'est une difficulté où vous pouvez faire des écarts, et surtout vous pouvez faire des écarts en n'étant pas obligé de partir à 10 km du sommet. Donc ça c'est intéressant, vous partez à 3 km du sommet, allez vous partez au kilomètre 6, bam, il y a encore 2 km au-delà de 9,5%, et les 600 derniers mètres sont encore compliqués. Donc ça c'est vachement bien, parce que c'est intéressant par rapport à l'étape de demain. Vous voulez faire des écarts, mais sans forcément consommer trop d'énergie, parce que demain ça va être une grosse journée, donc il va y avoir beaucoup de réserves physiques. Eh bien ça peut être une étape formidable pour vous. On regarde tout de suite les derniers kilomètres au niveau technique. Vous voyez, il y aura quelques épingles entre le kilomètre 3 et le kilomètre 2, c'est assez sinueux. Et puis il y a encore une épingle à environ 1 km 500 de l'arrivée, avant un final beaucoup plus facile. Il faudra faire attention. Dernier virage qui sera à environ 300-400 mètres de l'arrivée, ce dernier virage, mais on sera plutôt sur du plat, voilà, pour lancer le sprint. On regarde la météo, temps ensoleillé, la matinée risque d'être quand même très maussade, donc la route sera peut-être humide en début de journée du côté de Logrono, avec, vous voyez sur la carte, un vent d'ouest. Donc un vent qui va venir plutôt de face sur la première partie de course, et plutôt de dos, de côté sur la fin de course, sur la phase de retour. Donc un vent d'ouest qui n'est pas extrêmement fort, on est entre 15 et 30 km/h du côté de ce vent d'ouest, et les températures très fraîches, 19-21 degrés en plaine, 16 degrés à l'arrivée. Il ne faudra pas hésiter à se couvrir pour cette journée, parce que ça serait dommageable de tomber malade juste avant l'arrivée. Allez, on regarde tout de suite la partie histoire de la Vuelta. Du côté de l'histoire de la Vuelta, on part de Logrono. Alors Logrono qui avait accueilli un contre-la-montre remporté par Chris Froome. C'était en 2017, c'était l'étape numéro 16 qui avait permis à Chris Froome de s'imposer devant Wilco Kelderman et Vincenzo Nibali. C'était un contre-la-montre qui partait du circuit de Navarra pour aller à Logrono. C'était complètement plat du côté de cette étape où Alexis Gouja avait pris la 11e place. C'était quelques semaines avant Bergen, et le contre-la-montre où il avait été très bon ce jour-là. Alexis Goujard, sélectionné par Cyril Grimard, même à l'époque. Oui, il n'y avait pas eu de grandes surprises sur cette étape. Au niveau des écarts, à part je voyais qu'un Tom Skun, ça avait pris quand même 10 minutes à l'époque dans la tête du côté de ceux contre la montre. On a eu également une arrivée avec John de Gengolb en 2012 qui avait gagné également. Alors il y avait eu deux étapes qui étaient arrivées à Logrono en 2012, l'étape 5 et l'étape 12. Les deux fois elles avaient été remportées. Oh non, c'était en 2014, pardon. De Gengolb a gagné en 2014 et en 2012. Et puis Sergio Pardilla également qui avait. Oscar Freire qui avait gagné en 2007 du côté de cette Vuelta. C'est le 36e passage dans cette commune de Logrono de la Vuelta. On poursuit avec le passage de l'Alto des Pradilla. C'est le 4e passage de la Vuelta. La première fois, c'était en 2005 lors de l'étape numéro 12 de la Vuelta. Un sprint remporté par Alessandro Petacchi devant Eric Zabel et Marco Zanotti sur une étape qui était de 1680 mètres avec seulement 133 km. On partait de Logrono
pour arriver à Burgos. En 2013, c'est le dernier passage dans cette difficulté avec l'étape numéro 17 et la victoire d'un certain Bauke Mollema devant Edvald Boasson-Hagen et Maximiliano Richeze. Donc vraiment une arrivée qui n'avait encore aucun sens. Tyler Farrar 4 et Cancellara 5. Mais voilà, Bauke Mollema qui était parti à 800 mètres de l'arrivée. Il avait fait le coup du kilomètre à l'époque. Le coureur néerlandais qui était chez Belkin, qui était en son début de carrière en 2000. Ah, quoique non, parce qu'il avait commencé dès 2008, il était chez Rabobank. Il a commencé dans l'équipe continentale, je ne pensais pas qu'il avait commencé il y a si longtemps que ça. Et non, il a commencé extrêmement jeune, Bauke Mollema, parce que dès 2008, il a fait des épreuves avec la Rabobank. Notamment, il avait fait le Grand Prix de Plouay, le Tour d'Allemagne, l'ancien Tour d'Allemagne. Il a connu le Tour d'Allemagne Pro Tour. Il a connu même le dernier Tour d'Allemagne dans cette configuration-là qui durait 8 jours, qui était vraiment une course fin août-septembre qui était très importante dans le calendrier. Il avait fait le Tour de Castille et Léon où il avait déjà pris une 6e place à l'époque. Il avait déjà eu des résultats dans sa première année chez les pros. Et en 2008, il avait 22 ans seulement. Donc non, il avait commencé très jeune pour ce coureur. On poursuit avec l'Alto de Moncalvillo. Ça va encore embêter des gens que je divague de temps en temps. L'Alto de Moncalvillo, arrivé en 2020 de l'étape numéro 8, remportée par Primoz Roglic. José María Jiménez également s'était imposé, mais là c'était le Tour cycliste de la Rora. On en avait parlé déjà de cette course il y a quelques jours. C'est pas l'ancienne Vuelta, c'était une autre course par étape. Vous avez le Tour du Pays Basque, le Tour de Catalogne. Et bien vous aviez le Tour de la Rora, qui était aussi une course importante. Donc voilà, du côté de cette épreuve. Donc c'est seulement le deuxième passage de la Vuelta dans cet Alto de Moncalvillo. Et Roglic doit avoir un bon souvenir parce que c'était une étape qui ressemblait à celle du jour. On partait de Logrono déjà pour aller à l'Alto de Moncalvillo, 164 km. Et il avait battu Carapaz et Dan Martin. Ce jour-là, il était parti à 800 mètres du sommet. Et en 800 mètres, il avait pris 13 secondes. Enric Mas avait fini dans le top 10 sur cette étape. Sepp Kuss aussi était dans le top 10. Par contre, ça avait été plus compliqué pour David Gaudu qui avait perdu 2 minutes 35 ce jour-là. Et je ne vois pas de Ben O'Connor dans le top 50. Donc voilà, il y a quelques coureurs qui ne doivent pas connaître cette montée. Mais ça s'était extrêmement bien passé, voilà, pour Primoz Roglic. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. On passe aux cyclistes du jour. La première, c'est une cycliste. C'est Sheila Gutiérrez, peut-être l'une des meilleures cyclistes espagnoles avec Mavi Garcia notamment, qui court à la Movistar depuis 2019, contrat jusqu'en 2026. Alors, elle a remporté notamment la Picto Charentaise cette année. Elle avait déjà gagné une étape du Giro dans sa carrière, ou encore le Samin des Dames. Elle a participé cette année au Tour de France Femmes où elle était dans l'échappée de l'étape de Morteau. Et puis elle a remporté également, elle avait pris la 5e place à Zaragoza de l'étape du Tour d'Espagne féminin cette année, cette concurrente. Donc voilà, du côté de la Movistar, qui a donc notamment aidé Van Vleuten dans la conquête de son premier Tour de France femme. Sheila Gutiérrez. Jesus Galdeano, ça c'est également un autre coureur qui est de la région. Jesus Galdeano, c'est un triple vainqueur d'étape sur la Vuelta. 55, 60 et 61, vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain, qui ne s'appelait pas à l'époque Grand Prix Miguel Indurain, en 1955. Alors à l'époque, ça s'appelait le championnat de Vasco Navarro de Montana, donc vraiment le championnat de Navarre de montagne, cette épreuve, qui a eu 150 noms différents. Faut savoir, alors là c'était dans les premières années,
où cette épreuve avait ce nom-là. Et puis il a remporté également des étapes de la Ruta del Sol, Madrid-Barcelona, puis voilà, plein de courses, 10 victoires dans sa carrière pour un coureur qui a été professionnel de 55 à 63. Voilà, ce coureur espagnol. Et puis on a également Javier Mugualde, vainqueur d'une étape du Tour de France en 1992, également vainqueur du Tour de Majorque cette même année. C'est un coureur qui a fait 3e du Tour des Asturies, c'était en 1990, coureur entre 86 et 94. Il est passé notamment à la BH, chez CAS, et également il a fini sa carrière dans une équipe qui était toute jeune. À l'époque, c'était la première année de cette formation. C'était Euskadi Petronor qui est devenu désormais, qui était devenu ensuite Euskaltel Euskadi, qui était l'ancienne version d'Euskaltel Euskadi. Et il avait été dans cette formation. Il y avait un Français. Je pensais que moi c'était interdit aux Français, mais non, il y avait un Français dans cette équipe qui s'appelait Thierry Edissald, qui n'a été professionnel que 2 ans dans cette équipe, notamment participant d'un Tour d'Espagne en 95 et en 94 participant au Tour de Burgos dans cette formation. Voilà, Thierry Edissald. On regarde tout de suite la stratégie. Moi je pense à 2 courses en une. 2 courses en une parce que je ne vois pas les équipes de leaders contrôler toute la journée, parce qu'il faut garder du monde pour demain, tout simplement. Et moi, je pense à 2 courses en une, parce que pour moi, les leaders du général n'ont intérêt à être performants que dans la dernière partie d'étape et pas auparavant. Donc, voilà, il n'y a pas d'intérêt à vraiment se bagarrer pour les côtes précédentes. Et par contre, je vois un premier écrémage. Je ne vois pas forcément le général se jouer demain. Enfin, se jouer aujourd'hui, pardon. Je vois plutôt le général se jouer demain. Mais je pense qu'on aura déjà un premier écrémage entre leaders sur cette étape. C'est-à-dire qu'on voudra savoir qui peut vraiment jouer le général et qui ne peut plus le jouer. Et je pense que ce soir, on aura encore 3-4 noms, mais on n'aura plus que 3-4 noms pour jouer le général. Je pense que certains coureurs seront exclus de la bagarre pour le maillot rouge. Du côté de mes favoris, je tente Roglic, il connaît déjà la montée. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est une montée sèche. On voit qu'il n'a pas eu trop de mal sur les montées sèches. Après, c'est vrai que ces derniers temps, il a eu plutôt tendance à laisser faire ses adversaires. Mais s'il a envie de prendre de la marge par rapport à ses adversaires, il n'a pas tant de marge que ça, au final, par rapport à Massé Carapace, lui aussi, il est obligé peut-être de tenter une petite attaque pour avoir une journée de samedi qui serait plus tranquille. Et Carapace, je me dis que Carapace, il est prêt pour ce dernier week-end. Moi, je pense surtout que Carapace va surtout suivre sur cette étape-là et sortir sur la fin de la montée. Et je me dis, moi, j'ai peur de Carapace, surtout samedi. Je pense qu'il faudra se méfier de ce coureur. Je tente Skelmose parce qu'il monte en puissance. C'est pas un coureur qui est très dangereux au général. C'est pas un coureur qui fait très peur. Et pourtant, il faut se méfier du Danois. Et en grosse côte, Carlos Rodriguez, qui a eu une journée un petit peu moins bien dimanche dernier, mais qui s'est peut-être bien refait la cerise depuis. Le programme télé départ fictif, 13h29. Tirgo en 126 km de l'arrivée entre 14h31 et 14h37. Le Puerto de Pradilla en 3e catégorie à 78 km de l'arrivée entre 15h34 et 15h47. Le Bercheo, 38 km de l'arrivée entre 16h29 et 16h47 pour une arrivée prévue entre 17h19 et 17h42. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!